Bonjour à tous, je m'appelle Loïc, je suis interne en neurologie à Grenoble et on va commencer avec ConfTube par une petite, un petit topo de maladies infectieuses. Alors tout d'abord, vous voyez ce tableau qui est en fait une classification des différentes bactéries en fonction de leur aspect microscopique. Donc on voit ici qu'on a deux grands types, les coques et les bacilles, et ensuite en fonction de la coloration de Gram, donc que vous connaissez en fonction de la paroi des bactéries. Donc les coques, les cocigrammes plus, les deux principales, c'est les staphylocoques et les streptocoques. Ensuite, dans les grammes moins, on a notamment le gonocoque et le méningocoque qui sont très importants, et ensuite Moraxella catarrhalis que vous pourrez rencontrer notamment dans la sphère ORL, mais qui est un petit peu plus accessoire. Et ensuite, dans les bacilles, la tête de file, c'est l'hystéria, monocytogenes, donc une infection qui peut se retrouver au niveau du système nerveux central. Et dans les bacilles gram négatifs, c'est un peu la classe reine des bactéries, avec notamment les entérobactéries, dont Escherichia coli, Yersinia, Salmonelle, etc., que vous rencontrerez très fréquemment. On peut aussi citer l'hémophilus, le pio, donc Pseudomonas aeruginosa, et Legionelle, donc qui peut causer une infection au niveau pulmonaire. Juste deux petites notions. Tout d'abord, en aspect microscopique, donc la coloration de Gram, c'est important de connaître, je pense. Un Gram plus va avoir un aspect violet, et les grammes négatifs seront roses au microscope. Donc vous allez voir des images juste après. Et enfin, on a deux diplocoques qu'on peut vous demander aussi, le méningocoque et les streptocoques. La différence, ça va être donc le méningo est gramme moins, donc il va être rose au microscope, et le streptocoque est gramme plus, donc un aspect violet. Voilà les images. Donc ici, vous avez les grammes plus. Donc on voit très bien qu'ils sont violets en aspect visuel, alors que les cocigrammes moins, donc on a ici, et ben ça donne un aspect beaucoup plus rose. Voilà. Après, pour les coques et les bacilles, donc là les images sont un petit peu petites, mais ici on voit quand même que globalement c'est plutôt rond, alors qu'ici par exemple, là, hop, on voit des bâtonnets assez nettement. Voilà. Et je vous avais juste mis le staph et le strepto parce que c'est un aspect assez caractéristique. Donc staphylocoque en amas, donc amas staphylocoque, et le streptocoque donc en chaînette par opposition. Donc là on voit ça forme presque des colliers de perles. Voilà pour ces quelques images. C'est intéressant de les avoir vues au moins une fois et de ne pas paniquer si ça retombe. Ça peut arriver. On va passer aux antibiotiques. Tout d'abord, quelques généralités, notamment les modes d'action. Il y en a 4 principaux. Alors, ils peuvent agir sur l'inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne. C'est la plupart des antibiotiques, notamment les bêta-lactamines, les glycopeptides. Ensuite, il y en a certains qui vont agir sur la synthèse de l'ADN bactérien, notamment les fluoroquinolones que vous rencontrerez assez fréquemment. Et vous pouvez aussi avoir certains antibiotiques qui vont jouer sur l'inhibition de la synthèse de l'ARN bactérien, la rifampicine que vous pourrez rencontrer dans le traitement de la tuberculose notamment. Et enfin, certains vont jouer sur la synthèse des protéines bactériennes directement, notamment les macrolides, les aminosides, donc qui vont avoir une action au niveau ribosomique. Deux petites notions. Les antibiotiques sont divisés en deux types d'activités. Certains vont avoir une activité temps dépendante, donc ce qui va être important, ça va être le temps que va passer l'antibiotique dans l'organisme. Donc ça, c'est la plupart des antibiotiques, les glycopeptides, la vancomycine, les pénicillines, les C3G. Et il y a une famille d'antibiotiques, donc les aminosides, qui eux vont avoir une activité concentration dépendante. Donc ça va être la concentration à un moment donné qui va être importante pour déterminer l'efficacité de l'antibiotique sur la bactérie. Pour vérifier l'efficacité, on va pouvoir doser le pic. Donc c'est ce que je vous ai noté là. Qu'on dose donc à 30 minutes de la fin de la perfusion, sachant qu'une perfusion dure 30 minutes elle-même. En gros, on fait le dosage 1 heure après le début de la perfusion. A l'inverse, pour vérifier la toxicité ou la toxicité potentielle, on va pouvoir doser ce qu'on appelle la vallée, donc le taux résiduel du traitement dans l'organisme. Enfin, quelques mécanismes de résistance assez importants, notamment l'inactivation enzymatique via les bêta-lactamases ou une modification de cible, notamment sur les protéines de liaison des pénicillines. L'exemple le plus parlant peut-être, c'est les SARM, donc le staphylocoque aureus résistant à la méticilline, qui va exprimer une nouvelle PLP, ce qui va donner un staphylocoque qui va être résistant à toutes les bêta-lactamines, dont la méticilline, alors que le SAMS, donc le staphylocoque aureus méticillino-sensible, va lui être sensible, donc comme son nom l'indique, à la méticilline, mais pas aux autres pénicillines, attention.
Je vous ai fait un petit tableau qui récapitule les principales classes d'antibiotiques que vous allez rencontrer pendant votre externat. Donc les bêta-lactamines, la classe reine, dont font partie les pénicillines, les C3G et les carbapénèmes. Dans les pénicillines, il y a différentes classes. Je vous ai mis celles qui me semblent les plus importantes. Donc l'amoxicilline qui est une pénie A, la méticilline qui est une pénie M. On peut aussi retrouver des pénies G, des pénies V. Et je vous ai noté la ticarcilline et la piperacilline, donc, qui sont respectivement une carboxy et une uréidopénicilline. Dans les C3G, vous avez vu, il y en a beaucoup. Donc je ne vais pas tous vous les relire, mais vous les avez là, vous les aurez vus une fois. Les carbapénèmes, de la même façon, il y en a pas mal. Vous pourrez les lire tranquillement. Leur mode d'action, une liaison au PLP, donc les protéines de liaison des pénicillines, et ça va donc induire une inhibition de la synthèse du peptidoglycane et donc de la paroi bactérienne. Un petit point à noter qui me semble intéressant, les allergies. C'est le principal effet secondaire des bêta-lactamines, mais attention, il y a peu d'allergies croisées. C'est-à-dire que si on a un patient qui est allergique aux pénicillines, il y a moins de 5% de chances qu'il soit allergique au C3G. Donc si l'allergie n'est pas trop grave, qu'il n'a pas fait un choc anaphylactique par exemple, on peut éventuellement se poser la question de réintroduire des C3G pour traiter une infection. Les deux seuls C3G en péros, la cefpodoxime et la cefixime. Donc éventuellement, mon moyen mnémotechnique, c'est que je récupérais ça et que moi je faisais poids. Voilà. Donc cefpodoxime et cefixime. Je vous ai juste noté les deux inhibiteurs de bêta-lactamase les plus couramment utilisés, donc l'acide clavulanique que vous connaissez parce qu'il fait partie avec l'amoxicilline de l'augmentin, et le tazobactam qu'on utilise en association avec la piperacilline qui va donc donner la tazocilline qui peut être intéressante devant des infections nosocomiales ou plus importantes. Enfin, les 4 dernières classes les plus importantes, les aminosides, avec amikacine et gentamicine principalement, qui eux vont donc se fixer sur la sous-unité 30S du ribosome avec une émission de la synthèse des protéines bactériennes. Principalement une néphrotoxicité et une autotoxicité, attention, chez les personnes âgées notamment. Une voie IM ou IV exclusivement, et puis c'est un antibiotique qu'on utilise principalement en association avec d'autres pour une synergie. Ensuite les macrolides, azithromycine, érythromycine, clarithromycine, etc. De même, inhibition de la synthèse de protéines bactériennes en se fixant sur le ribosome. Nombreux effets secondaires, avec notamment des troubles digestifs, une réaction cutanée allergique, un allongement du QT possible, des hépatites aiguës, et attention, c'est aussi, les macrolides sont inhibiteurs enzymatiques, donc quand on les utilise en association avec d'autres traitements, il faut parfois faire attention à cet effet-là. Mais l'avantage, c'est que ça peut être actif sur les germes intracellulaires. Les glycopeptides, donc c'est principalement la vancomycine, qui elle va inhiber la formation du peptidoglycane, donc de la paroi de la bactérie. De la même façon, une toxicité rénale, attention aux vénites et potentiellement aux thromboses veineuses. Et un des effets secondaires qu'on craint, mais qui reste assez rare, c'est le Redman syndrome, c'est donc une érythrodermie généralisée, avec une éruption cutanée majeure. La seule indication de la vanco en péros, c'est le Clostridium difficile. En fait, il n'y a pas d'absorption digestive du tout. Donc du coup, l'efficacité est strictement au niveau du tube digestif. Une petite notion intéressante à connaître. Les fluoroquinolones, dont vous avez entendu parler, dans cette classe, ce qu'il faut retenir, c'est attention aux résistances. On n'utilise pas les fluoroquinolones de manière probabiliste ou très rarement. Inhibition de l'élongation de l'ADN bactérien et, pareil, beaucoup d'effets secondaires, notamment les tendinopathies ou une atteinte au niveau du cartilage de croissance chez l'enfant. Les hépatites, un allongement du QT de la même façon que les macrolides. Attention à la phototoxicité, donc à protéger vos patients du soleil. Et des troubles neuropsychologiques qu'on peut retrouver principalement chez le sujet âgé. Je vous ai mis quelques classes pour terminer que vous croiserez probablement à l'hôpital, mais qui sont un peu plus accessoires. Le cotrimoxazole, donc le Bactrim, qui va agir au niveau de l'acide folique. Donc attention, on supplémente quasiment systématiquement par de l'acide folinique. Les effets secondaires du cotrimoxazole sont assez nombreux. Je vous ai mis là les allergies, les cytopénies, une insuffisance rénale possible. Vous verrez au moins une fois comme ça dans votre vie les apparentés aux macrolides, donc la télitromycine, clindamycine, pristinamycine. Ça peut tomber, mais c'est quand même beaucoup plus accessoire. L'adaptomycine que vous voyez à l'hôpital. Et enfin, je vous ai juste parlé vite fait du linésolide, donc le Zivoxide dans son nom courant, dont l'indication principale est donc le SARM, dont on a parlé tout à l'heure, et qui est utilisé strictement en intra-hospitalier.
Pour terminer, une petite diapo avec deux notions qui, moi, m'ont posé problème pendant la D4 et qui peuvent vous servir. Notamment les antibiotiques actifs sur le Pseudomonas aeruginosa. Donc, je vous le rappelle, le Pseudomonas aeruginosa, c'est un BGN. Et qui présente de façon naturelle de nombreuses résistances aux antibiotiques. Donc parmi ces 3G, on retrouve le cefepime et le ceftazidime qui sont efficaces. Une autre bêta-lactamine, la tazocilline, dont on a parlé tout à l'heure avec l'inhibiteur de bêta-lactamase. La ciprofloxacine, attention, c'est la seule fluoroquinolone active sur le Pseudomonas aeruginosa. L'amicacine, de même, attention, c'est le seul aminoside efficace sur Pseudomonas aeruginosa. Et enfin, les carbapénèmes, toutes, sauf l'ertapenem. Attention à ce point-là, ça peut être piégeux. Et enfin, donc les antibiotiques qui sont contre-indiqués pendant la grossesse. Le moyen mnémotechnique qui m'a servi moi, pendant mon externat, c'était Thésamikissulnicol, donc le T pour les tétracyclines, ami pour les aminosides, fluoroquinolone pour le qui, et les sulfamides et les phénicolés plus accessoirement. Je vous rappelle juste que le site de référence concernant tous les traitements pendant la grossesse, c'est le crat.fr. Voilà. Donc si vous avez une question, vous n'hésitez pas, vous allez voir, j'écris très mal, j'en suis désolé. Et puis voilà. Donc voilà pour ce petit topo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, on essaiera d'y répondre du mieux possible. Et puis à bientôt pour une nouvelle conférence.